Ceci est un squelette de dinosaure de la fin du Trias, environ 205-210 millions d'années. Alors, je vais vous montrer quelques parties. Ici, vous avez une vertèbre qu'on vient de recouvrir de glu, c'est pour ça qu'elle est un peu brillante. Vous avez donc l'arche neurale ici, les zygapophyses là et là. Là, on voit très bien l'os qui ressort. Et là, vous avez le centrum de la vertèbre. Vous avez ici la queue. Donc les vertèbres caudales du dinosaure, et par là vous avez quelques vertèbres, quelques grosses vertèbres, peut-être accrochées à un bassin, avec ici vous voyez une jambe qui commence à sortir et qu'on a déjà commencé à plâtrer là. Donc on a un squelette partiel d'un gros dinosaure, peut-être très similaire à Massospondylus, donc un prosauropode, ce qu'on appelait autrefois les prosauropodes, les ancêtres, les sauropodomorphes non sauropodes. Alors ça, ce que vous voyez, c'est pas la tête, c'est juste de l'os qui dépasse, probablement des vertèbres. Mais là en gros on a un squelette déjà par là, l'arrière du squelette en gros qui est par là, avec l'avant du squelette qui va peut-être partir là sous les déblais que vous voyez ici, puisqu'on a de l'os qui est en train de sortir de cette région là de la fouille. Donc voilà, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui je suis dans la formation Elliott. Donc la formation Elliott, c'est ce que vous voyez derrière moi, c'est la zone à dinosaures d'Afrique du Sud, on va dire, qui date donc de la fin du Trias. Alors ici c'est la Lower Elliott, donc c'est la Elliott inférieure. Elliott inférieure qui est immédiatement à la toute fin du Trias, et au-dessus d'elle vous avez la Elliott supérieure qui est normalement rouge brique. La Elliott supérieure, on va peut-être pas la voir, on la verra pas ici là dans les collines qui sont derrière moi, mais la Elliott supérieure elle va être dans les collines là-bas, c'est ce que vous voyez rouge brique en dessous de du gros grès jaune, enfin jaune blanc, en fonction de comment les couleurs rendent sur la caméra. Je vais aller me mettre un petit peu à l'abri du vent parce que ça doit pas être agréable au niveau du micro. Donc ici on est quasiment à la frontière avec le Lesotho. Le Lesotho il est par là, à seulement quelques kilomètres. Donc vous croisez la frontière là-bas. Et donc on fouille dans ce qu'on appelle des dongas, qui sont ces systèmes de rivières temporaires. À chaque fois qu'il y a une tempête, parce qu'ici on est en Afrique du Sud, on a un régime sécheresse-tempête, voilà, il n'y a pas d'entre-deux. Et donc à chaque fois qu'il y a des tempêtes, il y a une très très forte érosion qui crée ces très très beaux affleurements que vous voyez là. Et ça c'est pété d'os de dinosaures. Et les os de dinosaures sont très très bien préservés. Et je viens de me rendre compte que j'avais laissé mon os de dinosaure là-haut, donc j'y retourne. Je retourne voir le vent. Donc on est en train de fouiller là donc avec l'équipe de Jonas Chouanière, donc c'est son terrain à lui, ce n'est pas le projet Trinax. Le projet Trinax il s'est très bien passé, tout est allé comme sur des roulettes, mais ça c'est Benji Thomas et Doug James qui vont vous en parler sur leur chaîne. Allez les voir si vous ne les connaissez pas, c'est en anglais mais c'est très 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 intéressant. Donc oui, ceci n'est pas le projet Trinax, c'est une autre fouille qui est dirigée donc par le paléontologue Jonas Chouanière, le professeur Jonas Chouanière, qui est spécialiste du coup des dinosaures, des premiers dinosaures. Donc ici, vous voyez là, ça c'est un os typique, comme on en trouve ici dans la formation Elliott. Donc préservation noirâtre, mais la préservation peut aussi être blanche, hein, selon l'érosion. Et alors, vous voyez, la préservation est tellement bonne que du coup on voit la surface de l'os, mais on voit aussi l'intérieur de l'os, les différents tissus. Donc évidemment il est couvert de glu, encore une fois, donc il est brillant, mais on voit les différents tissus. Voilà l'os cortical à l'extérieur, et ici l'os qui est à l'intérieur, donc les deux tissus osseux, l'os médulaire, quoi. Donc voilà, on a vraiment de la chance ici, on trouve beaucoup d'ossements. Il y a là où je me trouve en ce moment, donc il y a un squelette ici, mais il y avait aussi un squelette là qui a été retiré, qui a été collecté déjà, et il y avait un autre squelette juste là, et là-bas, au pied de la colline que vous voyez là-bas,
il y a encore alors pour l'instant c'est ce qu'on appelle un bone lag, c'est-à-dire un assemblage d'os pas encore tout à fait identifiable et identifié, mais tout vient à point à qui c'est attendre, j'ai envie de dire, et peut-être qu'on aura encore un squelette là-bas. Donc le dinosaure dominant ici c'est Massospondylus et tous les trucs qui y ressemblent, donc les premiers dinosaures sauropodomorphes, pas encore des sauropodes mais déjà avec un long cou et une petite tête, et des poids pouvant atteindre jusqu'à 12 tonnes, comme le Ledou Mahadi, qui vient aussi d'Afrique du Sud à la frontière du Lesotho. Donc c'est un environnement absolument parfait ici pour parler extinction des dinosaures. Pourquoi est-ce que c'est un environnement parfait? Déjà parce qu'on a des dinosaures, et puis aussi parce que la formation Elliott dans laquelle je me trouve préserve, du moins pense-t-on, mais c'est en cours d'étude, il y aurait une limite entre le Trias et le Jurassique, là-haut en fait. Donc en fait dans la formation Elliott inférieure est de la fin du Trias et la formation Elliott supérieure est du début du Jurassique. Donc on a l'extinction de la fin du Trias, qui est l'une des grandes 5 extinctions de masse enregistrées dans le registre fossile, est enregistrée ici. Donc on est dans un environnement tout à fait approprié pour parler extinction de masse des dinosaures. Et justement, aujourd'hui je voulais vous parler de l'extinction des dinosaures et du débat qu'il y a eu récemment. Une équipe française avec en premier auteur un Français nommé Condamine ont suggéré, en fait, ressuscité, j'ai envie de dire, l'idée, encore qu'elle n'était jamais réellement morte, cette idée, mais ils ont remis au goût du jour, on va dire, l'idée que les dinosaures se sont éteints après un long déclin. Les dinosaures non aviens, évidemment, se sont éteints après un long déclin, sauf les oiseaux. Une idée donc qui était on va dire l'idée dominante avant que l'hypothèse Alvarez soit mise sur le plateau, à savoir l'hypothèse de l'extinction par la météorite. Alors arrêtez de regarder mon chapeau qui est crade. Je sais que vous faites une fixation, je sais que vous êtes en train de commenter là sur le fait que mon chapeau soit crade et qu'il aurait pu prendre une douche avant d'enregistrer, mais c'est à ça qu'on ressemble, voilà, quand on creuse. Quand on creuse réellement, c'est pas comme dans les films, voilà, on est dégueulasse. On est dégueulasse, et encore, je me suis un peu rhabillé. J'ai un trou dans ma chemise à l'arrière, donc je l'ai mis dans mon pantalon, voilà. Mon chapeau est dégueulasse parce qu'il prend la poussière et la sueur. Faut savoir qu'ici, on est entre passionnés, voilà. Vous, moi, l'équipe qui est en train de fouiller, on est entre passionnés, et la passion ne connaît pas de limite, et surtout pas la crasse. En parlant de passion d'ailleurs, on a quand même... Donc vous avez pas vu, ou peut-être vous avez vu dans le décor, je sais pas, il y a 3 voitures, on était censé être 4 voitures. Sauf qu'il y en a une qui s'est crashée. Donc elle est partie dans le décor et a fait 3 tonneaux. Donc on a ruiné une bagnole. Pas la mienne, c'est pas moi qui conduisais celle-là, c'était une étudiante. Ils étaient à 3 dans la voiture et ils sont tous ressortis miraculeusement indemnes. Enfin miraculeusement. Autant que faire 3 tonneaux soit un miracle évidemment, mais... mais ils sont tous ressortis indemnes. Ils sont allés à l'hôpital pour un check-up de 3 heures. Donc ils ont contrôlé qu'ils avaient vraiment rien, qu'ils avaient aucune contusion ni rien. Ils ont même pas un bleu. Il y en a une qui a une bosse sur la tête et c'est tout. Et qu'est-ce qu'ils ont fait après ça? Ils ont pris une autre voiture et ils sont venus. Les gars, ils font 3 tonneaux dans le décor et ils continuent. Ils disent non, mais nous on vient quand même sur le terrain. Non. Donc c'est ça la passion. Voilà. Donc ça va être un peu crado, c'est pas grave. Comparé à ce qui peut vous arriver, et pourtant ça n'arrête pas la passion. Bref, je m'égare. Parlons extinction des dinosaures. Donc oui, il y a eu cet article par Condamine et al. Qui a donc remis au goût du jour, on va dire, l'idée que les dinosaures s'étaient éteints après un lent déclin, idée qui a eu tendance un peu à perdre de l'élan après que Alvarez et al. Aient proposé leur hypothèse d'une extinction par la météorite, puisque évidemment un long déclin n'est pas compatible avec une extinction par météorite. Enfin, si, c'est compatible, mais c'est moins spectaculaire de dire que les dinosaures étaient déjà crevés quand ils se sont, quand ils se sont pris un météorite sur la tronche. On est bien d'accord. Donc voilà, et donc, bon, déjà, faut voir que c'est une hypothèse qui s'était jamais vraiment éteinte, puisque cette hypothèse, elle a encore fait l'objet d'articles en 2012, en 2018, enfin bref, c'est une hypothèse qui est encore récemment
est mise sur la table. C'est une hypothèse qui n'est pas du tout facile à évaluer parce que le problème c'est que comment est-ce qu'on évalue une extinction? Voilà. Comment est-ce que quand je vous dis là-bas, là il y a une extinction, comment est-ce que je le sais? Alors celle-là, c'est pas l'extinction avec laquelle là, je suis le plus familier. L'extinction avec laquelle je suis le plus familier, c'est celle de la fin du Permien. Puis ça tombe bien, c'est la plus évidente, c'est la plus grosse. L'extinction de la fin du Permien, il y a 90% de ce qui vivait qui est mort. Donc ça permet quand même d'avoir une bonne idée de ce qui se passe. Et bien sur le terrain, comment est-ce qu'on sait qu'il y a une extinction? Et ben c'est pas si évident que ça. Parce que si vous venez en Afrique du Sud et que vous vous attendez à voir du coup à regarder la roche, alors pas de ce côté-là, ça c'est des alluvions, mais si vous regardez de ce côté-là dans les affleurements, voilà, vous regardez dans les affleurements et que vous vous attendez à voir plein de fossiles, une extinction donc rien du tout, et plein de fossiles de nouveau, c'est pas ça qui se passe à la limite entre le Permien et le Trias. C'est pas du tout ça qui se passe. Ce qui se passe, c'est que on a plein de fossiles tout du long. donc déjà l'extinction, on ne la voit pas sur le terrain. Et c'est bien les données de terrain à chaque fois qui sont utilisées, parce que ce que propose Condamine et ses collègues dans leur article, c'est une nouvelle méthode pour gérer, pour comprendre les données. C'est un nouveau modèle, si vous voulez. Ils utilisent qu'un nouveau modèle sur des données qui existent déjà et qui viennent du terrain. Donc c'est un modèle qui vient de la biologie, de l'écologie. Ça donne un résultat qui est pour eux un déclin. Voilà. Et puis les gens qui avaient fait un autre modèle avant ça, ils avaient utilisé grosso modo les mêmes données, peut-être un peu plus de données si je me rappelle bien. Mais bon, plus vous incluez de données et plus vous incluez les biais qui vont avec. Donc ça c'est pareil, c'est un autre débat aussi. Faut-il inclure plus de données qui sont plus biaisées ou moins de données qui sont plus propres? Donc Condamine et al, ils ont opté pour moins de données plus propres que ceux qui avaient publié, je crois, c'était en 2018. Bref. Et donc, mais toutes ces données, de toute façon, elles viennent du terrain. Et comment on voit sur le terrain qu'il y a une extinction de masse? C'est pas au nombre de fossiles. C'est pas comme ça que ça marche. Si vous avez une belle section à travers la limite Permien-Trias, ce que vous voyez, c'est plein de fossiles et plein de fossiles. Il n'y a pas d'interruption de fossilisation. Par contre, c'est la nature des fossiles qui va être différente. En bas, dans le Permien, vous allez avoir une grande diversité d'animaux, notamment des herbivores, puisque les herbivores sont très nombreux dans le registre fossile, plus nombreux que les carnivores. Mais dans les herbivores, vous allez avoir Daptocéphalus par exemple, vous allez avoir Lystrosaurus, qui vont être les deux herbivores dominants, et dans les carnivores, vous allez avoir les gorgonopsiens. Et puis ensuite arrive la limite Permien-Trias, et là, d'un seul coup, il n'y a plus rien d'autre que des Lystrosaurus. Voilà. Mais il y en a en abondance. Il n'y a pas si vous voulez, il y a des espèces qui s'éteignent, mais en matière d'abondance de biomasse, il ne se passe rien. Voilà, et c'est ça que je veux vous dire, c'est une extinction de masse, ça n'a de valeur que celle qu'on lui donne. À savoir que si vous parlez d'extinction en termes de biomasse, sur le terrain, quand vous regardez, il ne s'est rien passé à la limite Permien-Trias. En tout cas, pas dans le milieu terrestre. Peut-être en milieu marin, mais je ne suis pas expert du milieu marin. Mais en milieu terrestre, il n'y a pas de perte de biomasse. Donc ce qu'on va regarder, c'est la diversité. Et cette diversité, on va la regarder, d'abord, le premier réflexe, c'est de la regarder en nombre d'espèces. Donc en nombre d'espèces, là, effectivement, on a Daptocéphalus plus Lystrosaurus qui sont dominants, puis on passe à juste Lystrosaurus, puis après on repasse à Lystrosaurus plus de nouveaux herbivores comme Procolophon par exemple, et de nouveaux carnivores donc, qui vont remplacer les gorgonopsiens, ces nouveaux carnivores étant les archosaures. Donc on a un renouveau de la faune avec un genre de goulet d'étranglement en fait, de biodiversité où on retrouve plus que des Lystrosaurus. Donc en termes de diversité, on va être tenté de regarder d'abord les espèces. Le problème des espèces, c'est qu'elles sont très très subjectives. Parce que les paléontologues, vous connaissez les débats éternels pour savoir combien il y a d'espèces, par exemple, de tyrannosaures. Voilà. Est-ce que Tarbosaurus est un tyrannosaurus? Est-ce que Nanotyrannus est un tyrannosaurus? Bref, tout ça, taxonomiquement, c'est hyper débattu, surtout au niveau de l'espèce. Donc déjà, on va se contenter de genres. Déjà, les genres, c'est Tyrannosaurus, et l'espèce, c'est Rex. Homo, c'est le genre. Sapiens, c'est l'espèce. Donc déjà, pour essayer de s'affranchir un peu de ces biais taxonomiques, on va essayer de regarder plutôt
la taxonomie la taxonomie au niveau générique, qui est beaucoup moins débattue, parce que pour reprendre l'exemple de l'Histrosaurus, si vous aviez regardé l'extinction de masse à la limite Permien-Trias, bah pareil, vous auriez pas vu du tout de perte de biodiversité, parce que à la limite Permien-Trias, il y avait 21 espèces de l'Histrosaurus. Donc en fait, vous auriez eu le même nombre d'espèces avant qu'après l'extinction de masse. C'est juste que il y avait une surreprésentation taxonomique de l'Histrosaurus qui depuis a été révisée. Maintenant, on n'a plus que 2 espèces de l'Histrosaurus dans le Trias, ce qui est quand même un peu plus raisonnable. Mais voilà, si vous aviez regardé le nombre d'espèces, juste quantifier le nombre d'espèces, vous n'auriez pas vu d'extinction une fois de plus. Si vous n'aviez regardé le nombre d'espèces avant 2001. Donc maintenant, après 2001, qu'est-ce qu'on a? On a un certain nombre d'espèces dans le Permien, on a une espèce de l'Histrosaurus pendant la limite Permien-Trias, et on a 2 espèces de l'Histrosaurus après. Le truc, c'est que si vous regardez aussi que la biodiversité de l'Histrosaurus, évidemment, vous pourriez être tenté de dire, bon, il y a quand même pas mal d'espèces de l'Histrosaurus, alors est-ce que c'est vraiment une extinction? C'est pour ça que justement on regarde le niveau générique. C'est parce que même si on considère qu'il y a 21 espèces de l'Histrosaurus, ces 21 espèces de l'Histrosaurus, ça reste toutes des Lystrosaurus, donc elles ne sont pas si diverses que ça au final. Donc oui, encore une fois, au niveau, je vais répéter, je vais récapituler à chaque fois, au niveau biomasse, il ne se passe rien. Au niveau spécifique, avant 2001, vous n'auriez rien vu, mais maintenant que le genre Lystrosaurus a été révisé, sa taxonomie éclaircie, maintenant vous pourriez voir une extinction. Mais pour voir une extinction, il faut regarder la taxonomie, la diversité taxonomique au niveau générique. Et même arrivé là, vous avez encore un nouveau problème. Vous avez encore un nouveau problème qui se pose à vous, c'est que vous avez effectivement de nouvelles espèces qui apparaissent après votre extinction. Donc ici dans le Karoo, après l'extinction Permien-Trias, vous avez par exemple Galesaurus qui apparaît. Galesaurus, c'est un cynodonte qui ressemble beaucoup à Trinaxodon, sauf que Trinaxodon il apparaît vraiment après la limite Permien-Trias, il apparaît bien après la limite Permien-Trias, il apparaît pas immédiatement après. Galesaurus il apparaît plus immédiatement après la limite Permien-Trias. Et ce Galesaurus, il a forcément des ancêtres. Et c'est pareil pour les archosaures apparaissent pile à la limite, enfin les archosauriformes apparaissent pile à la limite Permien-Trias, mais ça veut quand même dire qu'ils avaient des ancêtres avant. Votre Proterosuchus en Afrique du Sud et votre Archosaurus en Russie, ils apparaissent à la limite Permien-Trias, certes, mais il fallait bien qu'ils aient des ancêtres avant. Et donc vous allez inclure un nouveau concept à votre compréhension de la limite, à votre compréhension des extinctions de masse, qui est le concept de lignée fantôme. C'est-à-dire qu'il y a il y a forcément des choses qu'on ne sait pas et qui se sont passées avant votre extinction de masse. Archosaurus n'est pas sorti de nulle part, il avait des ancêtres, et même si on n'en a pas les fossiles, il faut prendre en compte le fait que ces ancêtres existent. Et ça, ça fout en l'air tous vos calculs. Parce que si vous aviez dans votre idée là de dire c'est pas compliqué une extinction de masse, regardez, on prend la section stratigraphique qui est là derrière, en bas on compte combien il y a d'espèces, dans la limite, voilà, dans l'extinction de masse, on compte combien il y a d'espèces, et au-dessus de la limite, on compte combien il y a d'espèces. Bon déjà je vous ai dit, au niveau de l'espèce ça marche pas. On va compter les genres. En bas on compte combien il y a de genres. Au milieu, pendant l'extinction, on compte combien il y a de genres, et en haut, on compte combien il y a de genres. Normalement, on devrait voir plein de genres, pas beaucoup de genres, et plein de genres de nouveau, et pouf, ça fait une extinction. Oui, mais non. Oui, mais non. Parce que vos genres, ils ont forcément des ancêtres. Donc les genres qui apparaissent après l'extinction, ils ont forcément des ancêtres avant l'extinction. Et ces ancêtres, il faut les inclure dans votre compréhension de l'extinction de masse. Vous ne pouvez pas juste les ignorer sous prétexte qu'ils ne sont pas là, que vous ne les voyez pas. L'absence de preuve n'est pas preuve d'absence. donc ça vous rajoute du coup de la biodiversité.
dans votre extinction de masse. C'est-à-dire qu'il faut admettre que les ancêtres des trucs qui existent après l'extinction de masse devaient exister pendant l'extinction de masse. Et là, ça va demander de pouvoir reconstituer des données que vous n'avez pas, et ça va vous demander de créer des modèles. Et c'est là que les modèles interviennent. Et c'est là où, comme je vous disais, Condamine, ils ont utilisé un certain type de modèle, et ceux d'avant, ils avaient utilisé un autre type de modèle. C'est pour ça que vous avez besoin des modèles. Et puis après, vous avez besoin aussi, et ces modèles, ils vont se baser, alors généralement, c'est des modèles qui sont basés sur la spéciation, c'est-à-dire les événements de cladogénèse dans un arbre phylogénétique. Ça va vous permettre de reconstituer en fait les lignées fantômes. C'est assez compliqué, mais il n'y a pas besoin de comprendre ça pour comprendre que, en fait, on ne sait pas ce qui s'est passé à la fin du règne des dinosaures. Alors, on a cette météorite, on sait qu'elle est tombée, et on suppose que quand elle est tombée, ça a déjà tué pas mal de trucs quand elle s'est cassée la gueule, et ça a probablement déclenché une série d'événements cataclysmiques qui, à l'échelle des temps géologiques, est très courte. Donc on parle d'un déclin rapide. Rapide à l'échelle des temps géologiques, parce qu'à l'échelle des dinosaures, ça a dû être incroyablement long et douloureux. Donc ça aussi, c'est une question d'échelle, hein, de dire que le déclin a été lent ou pas, c'est aussi débattable. Mais quoi qu'il en soit, laissons de côté ces considérations purement techniques. Il faut bien comprendre aussi que la quantité des données est extrêmement limitée. Depuis tout à l'heure, je vous parle de la limite Permien-Trias, mais en réalité, la limite Permien-Trias en environnement terrestre, on ne l'a que en Afrique du Sud. Et la limite Crétacé-Tertiaire en environnement terrestre, eh ben, à part en Amérique du Nord et un peu en Asie, voilà quoi. Hein. Donc il n'y a pas beaucoup de limites Crétacé-Tertiaire. Quand en plus on se contente que du milieu terrestre, puisque les dinosaures non aviens étaient des animaux essentiellement terrestres, Spinosaurus n'existait déjà plus à l'époque, donc c'est pas la peine de me le sortir dans les commentaires. On a ce problème que on n'a pas beaucoup de données pour alimenter notre modèle. Donc déjà notre modèle il va simplifier les choses, parce que c'est le principe du modèle, c'est de simplifier les choses pour les rendre intelligibles. Et en plus ce modèle, il va falloir lui rentrer des données. Ces données, elles sont essentiellement nord-américaines. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'autres endroits où on a des bonnes limites Crétacé-Tertiaire. Donc ces données essentiellement nord-américaines, et avec Condamine, du coup, il y a aussi beaucoup de données eurasiatiques qui ont été incluses dans le modèle de Condamine. Elles sont ce qu'elles sont, quoi, hein, c'est-à-dire très limitées. Extrêmement limité. En plus, Condamine, dans leur cas, ils ont vraiment, comme ils ont voulu des données très propres, ils ont vraiment utilisé des groupes qui étaient très bien connus. Et du coup, ils ont que des gros animaux. Les hadrosauridés, les cératopsiens, les tyrannosauridés. Les plus petits animaux qu'ils ont, ce sont les droméosaures, je crois. Mais en même temps, vous pourriez inclure des trucs comme les ornithomimidés et les... Après, vous pourriez augmenter le jeu de données en incluant des ornithomimidés, en incluant des... je sais pas, les oviraptosauridés, etc. Le problème, c'est qu'ils ont un registre fossile pendant le Maastrichtien, donc vraiment la toute fin de l'extinction Crétacé-Tertiaire, enfin toute fin du Crétacé, pardon. Donc pendant le Maastrichtien, leur registre fossile, il est moisi, quoi. Il est pas terrible. Il est pas terrible. Et du coup, qu'est-ce que ça fait à votre modèle? Vous pourriez inclure les sauropodomorphes, les sauropodes. Puisqu'on en parlait tout à l'heure, mais les sauropodes, c'est pareil, leur registre fossile sur le Maastrichtien, il n'est pas terrible non plus. Il est pas mal, hein, je veux dire, il n'est pas si mauvais que ça, mais il n'est pas terrible. J'essaie de couvrir un peu le vent, je pense que je vais aller me remettre un peu à l'abri du vent. Donc qu'est-ce qu'on en fait de ces gens-là? On va les exclure, parce que autrement, si vous avez un registre fossile qui est très bon au Campanien et qui ensuite est très mauvais au Maastrichtien, vous allez forcément conclure à un déclin qui est lent. Vous biaisez de base votre échantillonnage pour reconstruire un déclin relativement lent. Donc il faut faire attention à tout ça. Mais il ne faut pas perdre de vue que c'est des données qui viennent essentiellement de l'hémisphère nord. Et ici, l'hémisphère sud, on n'a pas beaucoup d'affleurements, ils n'ont pas été beaucoup explorés. Voilà, vous ne pouvez pas juste tirer des conclusions hâtives sur des données qui sont aussi biaisées. Enfin, vouloir affirmer que les dinosaures se sont éteints après un lent déclin, c'est à peu près aussi absurde que de dire qu'ils se sont éteints subitement. On n'en a aucune idée. Voilà. On n'en a aucune idée, et comme je l'ai dit,
tout dépend de comment vous quantifiez une extinction de masse. C'est-à-dire que si vous parlez en événement de cladogénèse, comme le font les modèles qui sont généralement employés, si vous parlez simplement en nombre de genres, si vous parlez simplement en nombre d'espèces ou si vous parlez simplement en biomasse, eh bien vous allez avoir des conclusions qui seront à chaque fois différentes. Alors je regarde là parce que je viens de voir, oh regardez, un bon moyen de finir la vidéo, c'est alors que je marchais, regardez, hop, un os, un joli petit os dans un gros bloc que vous voyez là. J'ai l'impression que ça aussi, ça a l'air d'être de l'os, alors je ne sais pas ce que c'est, mais du coup je sens que ça va me maintenir occupé pendant un petit moment. Voilà, donc c'était Julien en direct, en gros différé on va dire plutôt, du Karoo à la frontière du Lesotho où on cherche des dinosaures. Et voilà, surtout, voilà, n'oubliez pas que la science se construit autour du consensus et pas autour des opinions. Voilà, c'est surtout ça le gros message, c'est ne partez pas avec l'opinion qui est que forcément s'il y a une météorite, ça a été une extinction rapide. C'est pas parce qu'il y a eu une météorite que c'est forcément une extinction rapide. Il y a peut-être déjà eu un déclin et une extinction lente. Une extinction qui était déjà en cours, ou du moins, il y a eu plusieurs phases d'extinction chez les dinosaures. Donc on était peut-être sur une phase de transition, on va dire, et que cette phase de transition s'est vue brutalement interrompue par la chute d'un gros caillou. Donc l'un n'exclut pas l'autre. Voilà, c'est juste ça l'idée. Évidemment, et évidemment, du coup, démontrer, si un jour cela était possible, qu'il y a eu un lent déclin des dinosaures, ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de météorite. La météorite, on l'a. Voilà, enfin le cratère, on l'a, et on a même de la poussière de météorite dedans. Voilà, et bien à très bientôt. J'espère que j'ai été relativement clair malgré le fait que c'est un peu improvisé. Et on se revoit très prochainement pour une nouvelle vidéo. Salut!